Merci Corinne Narassiguin d'avoir été avec nous et de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élue de la Seine-Saint-Denis, membre du groupe socialiste. Vous faites partie des 14 parlementaires qui vont siéger lundi dans la commission mixte paritaire pour tenter donc de trouver un accord sur le projet de loi immigration. On va revenir sur cette CMP dans quelques secondes. Mais d'abord, on le voit, les négociations, elles se font entre majorité sénatoriale et majorité présidentielle. Est-ce que la gauche ne s'est pas mise toute seule à l'écart en votant cette motion de rejet ? La gauche est tenue à l'écart de toutes les discussions sur ce projet de loi depuis le début. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que le texte, depuis le début, Gérald Darmanin choisit de le négocier avec la droite qui elle-même s'inspire de l'extrême droite. Il n'y a jamais eu de discussion avec nous, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a quand même eu une semaine de débat en commission. Pourtant, c'était un texte dû en même temps. On l'a assez reproché à Gérald Darmanin pour qu'il y ait des mesures de gauche, justement, pour que la gauche accepte aussi une partie de ce texte. La seule chose qui est en même temps dans ce texte, c'est son titre. Voilà. Mais sinon, il n'y a rien d'autre en même temps dans le texte. Surtout pas ce qu'il en reste aujourd'hui, mais même au départ, c'était un texte déjà très déséquilibré. Mais est-ce que vous n'avez pas fait une erreur ? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu discuter de ce texte à l'Assemblée nationale et faire valoir vos arguments et tenter de peser sur l'issue finale du texte ? Non, c'est pas la faute de la gauche ce qui se passe aujourd'hui. La gauche, elle a joué son rôle à l'Assemblée. C'est normal de pouvoir utiliser toutes les procédures législatives quand on est dans l'opposition. Les motions de rejet en font partie. Évidemment, il y en avait une qui avait été déposée aussi au Sénat. Évidemment, au Sénat, on savait bien qu'il n'avait aucune chance de passer. Mais la gauche, elle s'oppose au texte. Il n'y a aucune version de ce texte qui pourra nous satisfaire. Nous avons, en tant que socialistes, les députés socialistes ont voté un texte de motion de rejet de gauche, déposé par les écologistes. Le problème, c'est le problème de la majorité relative macroniste qui n'a pas fait le plein de ses voix et qui s'est fait avoir par la droite alors qu'elle avait déjà tout cédé à la droite. Donc, il ne faut pas porter les responsables, faire porter le chapeau à simplement des parlementaires qui jouent leur rôle d'opposant. Et quand vous entendez le gouvernement qui vous dit que vous êtes allié avec le Rassemblement national, qu'est-ce que vous dites ? Oui, enfin ça c'est vraiment ridicule. C'est pas là, on a voté, je rappelle, un texte écologiste. C'est pas la gauche qui a mis des bulletins rassemblement dans l'urne pour élire des vice-présidents Rassemblement national à l'Assemblée nationale, et c'est pas non plus la gauche qui établit des projets de loi dont on sait très bien qu'ils passent ou au 49.3 ou très souvent avec l'appui délibéré du Rassemblement national. Est-ce que du coup vous n'avez pas fait vous aussi le jeu de la droite, puisque maintenant les négociations vont se faire, on va en parler sur le texte du Sénat, et s'il y a accord, le texte sera forcément plus dur que celui de la commission des lois à l'Assemblée ? Alors, déjà, il faut sortir d'un mythe qui serait que le texte aurait été largement détricoté en commission des lois à l'Assemblée nationale. En réalité, il y a quelques petites améliorations, c'est vrai, mais pour l'essentiel, ce qui a été retiré, ce sont des choses qui, de toute façon, seraient censurées par le Conseil constitutionnel. Donc, il faut aussi regarder les choses comme elles le sont. Et puis, la réalité, c'est que la CMP aurait été la même. La composition de la CMP aurait été la même. Le problème de trouver un accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale, à la fin, un texte. Mais il y aurait eu deux textes. Votable. Un texte de l'Assemblée, un texte du Sénat. Oui, là, il y en a qu'un, c'est celui du Sénat. Je sais bien qu'il y a un texte qui a un peu plus de légitimité parce qu'il a été voté au Sénat, mais en réalité, les parlementaires ont les moyens de faire ou de défaire tout ce qu'ils veulent dans une CMP, et donc elle aurait été à peu près la même qu'elle ait eu lieu ce lundi ou au mois de janvier. Et justement, on va en parler de cette CMP et du fond de ce texte. Quentin Calmet va nous rejoindre puisque chacun fixe ses lignes rouges. Alors, quels sont les points d'accord, quels sont les points de désaccord ? On voit ça avec lui. Bonjour Quentin. Bonjour Oriane, bonjour Corinne Narassiguin. Et Quentin, on le disait, le gouvernement et la droite multiplient donc les rendez-vous en vue de la réunion de lundi, la fameuse commission mixte paritaire. Voilà, tic-tac, il ne reste plus que 3 jours avant cette réunion de la CMP, la commission mixte paritaire. On le rappelle, on va revoir la composition. Lundi à 17h, 14 parlementaires sont réunis à huis clos, 7 députés et 7 sénateurs, dont vous, Madame Narassiguin. L'exécutif, on l'a compris, essaye de sceller un accord sur ce projet de loi immigration avec les Républicains,
matin, en amont de la réunion. Ainsi, depuis le début de la semaine, le gouvernement multiplie les initiatives, s'implique directement dans le dialogue parlementaire. Les chefs de file de la droite et du centre ont été ainsi reçus à Matignon, 2 fois même pour les LR. On voyait dans le sujet d'Adrien Pin et on voyait les images à l'antenne il y a quelques instants. Parmi les points au cœur des négociations, il y a l'aide médicale d'État, la question des régularisations des travailleurs dans les métiers en tension, les mesures qui concernent le code de la nationalité ou encore le versement et la fin du versement d'allocations pour les étrangers avant un certain délai. À propos de l'AME, l'aide médicale d'État, un compromis semble se dessiner avec le retrait de cette mesure du projet de loi immigration et un nouveau projet de loi de la part du gouvernement examiné début 2023. Écoutez la rapporteure LR Muriel Jourda. Pour moi, c'est qu'on arrive à avoir un texte, que ce soit là ou ailleurs d'ailleurs, mais un texte dans lequel on remette en cause l'aide médicale d'État telle qu'elle existe. Alors, ce qui a un peu changé la donne, c'est vrai, c'est le rapport Stefanini, qui n'invalide pas d'ailleurs les propos qu'on a pu tenir en séance, qui consistait à dire qu'effectivement, c'est un attrait parmi d'autres, l'aide médicale d'État, et c'est un attrait surtout pour se maintenir en situation de clandestinité sur le territoire, puisque on se rend compte qu'être clandestin permet d'être mieux pris en charge pour des soins de sécurité sociale que lorsqu'on est régulier ou lorsqu'on est français. Attention, Oriane, les LR qui conditionnent un accord sur cette partie du texte, sur l'AME, avec un engagement formel de la part de l'exécutif. On verra si cet engagement formel est bien pris de la part de l'exécutif dans les prochains jours. Les rendez-vous, en tout cas, devraient continuer jusqu'à la réunion fatidique de lundi, avec même un dernier rendez-vous prévu dimanche soir entre les LR et l'exécutif à Matignon. Alors, Corinne Narassiguin, on le dit, ça négocie dur entre LR et le gouvernement, avant même la réunion de lundi de la CMP. L'accord pourrait donc intervenir en dehors de cette CMP. Que ça vous évoque? En fait, elle ne sert pas franchement à grand-chose, cette réunion de lundi, si tout est scellé avant. Malheureusement, on voit là encore le problème de ce gouvernement avec le principe de la séparation des pouvoirs. Ils ont quand même l'habitude de s'asseoir sur le Parlement. Là, ils le démontrent encore, parce que normalement, une CMP, ça se passe pendant la CMP, entre les parlementaires. Alors, il y a toujours des discussions un peu en amont, mais normalement, ça devrait être des discussions entre parlementaires. Ça vous choque c'est pas les à la images première à minute, Matignon? ça n'est pas, oui, absolument. Ça n'est pas au gouvernement de négocier en plus en plein jour, mais s'il l'avait fait dans les couloirs, ça aurait été la même chose. Ça n'est pas au gouvernement de négocier ce qui revient aux parlementaires. Les parlementaires LR, on vient de le dire dans la chronique, et Renaissance, qui pourraient trouver un accord sur le fait de sortir l'aide médicale d'État du texte pour un texte ad hoc. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une vaste fumisterie, mais c'est un très beau coup joué par LR qui fait de l'extorsion, et ça marche visiblement. Pourquoi fumisterie? Ils sont prêts à céder au gouvernement, parce qu'on sait déjà, et même le gouvernement en plus l'avait déjà indiqué, que la suppression de l'AME dans ce texte est un cavalier législatif qui serait donc retoqué par le Conseil constitutionnel. Voilà. Et donc LR est en train de dire qu'ils sont d'accord pour reculer sur un sujet que de toute façon ils n'obtiendront pas à la fin. Donc pour lâcher quelque chose que de toute façon ils n'ont pas. En échange, ils vont obtenir un engagement du gouvernement sur une réforme de l'AME que par ailleurs le gouvernement a déjà dit qu'elle ferait, puisque le rapport Évin Stefanini, c'est pour engager une réforme de l'AME. Donc tout ça, c'est une vaste blague. C'est comme maintenant, ils négocient sur... ils demandent, il y avait cette lettre là pour demander une réforme de la Constitution, alors que les LR ont déjà échoué puisqu'ils ont déjà retiré leur proposition de loi constitutionnelle et à l'Assemblée et au Sénat parce qu'ils n'arrivaient pas à la faire passer. Donc maintenant, ils essaient de l'extorquer d'une autre manière. Donc oui, mais elle devra de toute façon passer par le Parlement. Donc, quand bien même Emmanuel Macron dit oui, oui, bien sûr, ça pourra enfin, passer derrière. Si c'est un engagement du gouvernement, évidemment, ça n'est pas la même chose qu'une proposition de loi d'un groupe qui n'a pas la majorité. Mais il faudra quand même les 3/5. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais enfin là, on voit bien que c'est du marchandage politique de bas étage et où on essaye d'obtenir des choses qui n'ont rien à voir avec le texte et qui, du de chantage toute façon, même. Voilà, bien sûr, c'est assez terrible, mais je pense que de toute façon, c'était attendu, ça aurait eu lieu de toute manière, aussi au mois de janvier, si on avait eu un texte d'abord débattu à l'Assemblée et que cette CMP aurait eu lieu au mois de janvier, parce qu'on sait que c'est ce que préparent les LR depuis le début.
On peut continuer avec les autres articles du texte, parce qu'on a évoqué l'aide médicale d'État, mais il y a d'autres points qui sont au cœur des négociations. Par exemple, le fameux article 3, après, qui s'est appelé 4 bis, sur la régularisation de travailleurs sans papier dans certains secteurs en tension. C'est donc la version, a priori, du Sénat qui tient la corde avec une régularisation au cas par cas par les préfets. Est-ce que vous regrettez que le gouvernement, pour le coup, dise banco au LR ? C'était un des points du texte que vous pouviez soutenir dans l'article 3 initial. Oui, enfin c'était l'article 3 initial était insuffisant, mais enfin allait dans la bonne direction. Là, effectivement, il y avait une toute petite amélioration en commission des lois qui gardait quand même le pouvoir discrétionnaire du préfet. À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, qui n'en faisait pas un droit opposable comme ça devait être le cas dans la version initiale du texte. Ils ont simplement enlevé le fait que les employeurs ont leur mot à dire dans le processus. Mais ça, je pense que de toute façon, ça reste quelque chose qui est un sujet de la CMP, qui de toute façon aurait été un sujet de la CMP, puisque c'est une demande d'une partie du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, dont le gouvernement a besoin pour faire passer le texte à l'Assemblée nationale. Le texte issu de la CMP devrait être voté et par le Sénat et par l'Assemblée nationale. Donc cette question de réconciliation, donc cette question de réconciliation, si la CMP aboutit effectivement, cette question de réconciliation des majorités sénatoriales et Assemblée nationale sur ce point-là, de toute façon, il est entier depuis le début, on le sait. Oui. Continue. On continue, il y a d'autres articles. Absolument, on peut parler de cette conditionnalité avant le versement des allocations sociales. Là aussi, il y a un bras de fer. Les LR veulent une présence depuis plusieurs années sur le territoire avant que les étrangers puissent toucher ces aides sociales. Actuellement, c'est un délai de 6 mois. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, ça serait vraiment scandaleux si le gouvernement acceptait de plier sur ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que là, c'est vraiment une rupture d'égalité totale et c'est vraiment laisser libre cours à la xénophobie dans ce pays, de dire qu'en fait, tous les étrangers qui sont sur ce territoire légalement, qui payent des impôts, qui travaillent, n'ont droit à rien avant 5 ans sur ce territoire. Ça n'est pas possible de lancer comme ça un climat d'alimenter un climat général de suspicion contre les étrangers. Et par ailleurs, je crois que cette disposition-là, c'est une profonde rupture d'égalité dans notre pays et que c'est une vraie question à poser aussi au Conseil constitutionnel et je crois que ça a même été souligné par la défenseur des droits. Les LR qui tiennent à cette mesure, ils nous l'ont redit. Hier, une dernière question. Oui. Les élus Renaissance qui, eux, mettent une autre ligne rouge, ils veulent l'interdiction du placement en centre de rétention administratif qu'on appelle les CRA pour les mineurs. Ça, c'est un point que vous soutenez ? Oui, mais ça pour le coup, c'est l'application du droit des recommandations du droit européen. Et puis en fait, ça n'avait même pas été touché par le Sénat. C'était dans le texte depuis le début et ça a été voté en sortant du Sénat. Donc je sais même pas pourquoi. Oui, Sylvain Maillard en parle ou on fait une ligne rouge. Oui. Pour vous, c'était évident. Bon, on voit, il y a beaucoup de lignes rouges. Vous pensez qu'il y aura un accord au final ? Je ne sais pas parce que, à vrai dire, ça dépend pas vraiment de nous. Évidemment, nous, de notre côté, ce qu'on souhaite, c'est que cette CMP n'aboutisse pas, puisqu'Emmanuel Macron a déjà dit que si elle n'aboutit pas, le texte serait retiré, ce qui est quand même pour nous la meilleure solution. Mais je pense que ça dépend. Si elle aboutisse, il ne soit pas voté à l'Assemblée ? Oui, le mieux, ça serait qu'on s'arrête dès lundi soir. On arrête ça dès lundi soir. Je crois, on va voir si les LR ont décidé d'aller jusqu'au bout de la logique qu'ils ont commencé à l'Assemblée en votant la motion de rejet. Et donc d'aller au bout de mettre Gérald Darmanin en difficulté. Et aussi, le gouvernement est prêt à céder coûte que coûte pour afficher une forme de victoire sur ce texte, tout en cédant totalement à la droite et à l'extrême droite. Merci Quentin. Merci Ariane, à tout à l'heure. Oui. On parlera de ce courrier des élus LR adressé au président de la République pour rouvrir le chantier de la révision constitutionnelle sur ce sujet de l'immigration. On en parle dans le club. On va parler de la gauche puisque on l'a vu dans votre combat contre cette loi immigration. Il y a eu notamment ce meeting de la gauche pour s'opposer avec des socialistes, des écologistes, des communistes et la France insoumise, mais sans la frange Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est ça les contours de la nouvelle union de la gauche aujourd'hui ? On avait aussi invité des personnes qui étaient plus proches de Jean-Luc Mélenchon, notamment le député de la circonscription, Éric Coquerel, et puis le co-rapporteur
du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale. Il se trouve qu'il n'était pas disponible, il ne pouvait pas venir, donc il n'y avait pas sur ce sujet-là. Nous sommes tous d'accord sur le sujet de la lutte contre ce projet de loi. Et plus largement, est-ce qu'on sait qu'il y a un moratoire? Il va durer jusqu'à quand d'ailleurs ce moratoire? Bien sûr, on sait qu'il y a des difficultés aujourd'hui, que la NUPES telle qu'elle a existé ne fonctionne plus et qu'elle doit être largement redébattue. Alors je ne crois pas, peut-être pas dans ses contours politiques largement, mais plutôt sur la question de son fonctionnement interne. Et c'est là où... de son fonctionnement, c'est-à-dire que vous pouvez réintégrer Jean-Luc Mélenchon et ses proches et ceux qui sont sur je crois qu'il y a des points de fond sur lesquels il faudra avoir des discussions jusqu'au bout avec Jean-Luc Mélenchon et ses proches, puisque s'il y a eu rupture, c'est parce qu'il y avait quand même des désaccords de fond importants. Mais le sujet principal, c'est quand même la question de respecter les uns et les autres, qu'on puisse aussi admettre que parfois on peut avoir des désaccords. Il y a eu beaucoup de gouvernements, de coalitions à gauche où on n'était pas tous d'accord, y compris sur les questions internationales. Elles sont dépassables, ces divergences. Il n'est pas allé trop loin, Jean-Luc Mélenchon? Je pense que sur certains points, il est allé très très loin, oui. Mais je crois qu'il ne faut pas résumer déjà tous ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon à Jean-Luc Mélenchon. Et donc la question, c'est plus globalement comment est-ce qu'on trouve une dynamique, on définit des contours, des combats communs qui peuvent nous permettre de préparer la suite et de se donner les moyens à la gauche et aux écologistes d'être au deuxième tour de l'élection présidentielle. La question aussi, c'est est-ce que vous pouvez vraiment vous passer de Jean-Luc Mélenchon? Mais je crois que personne n'est jamais indispensable. Et en particulier, quand on est la France Insoumise et qu'on demande la fin de la Ve République, on devrait arrêter de personnifier autant les choses. Une candidature commune de la gauche pour la présidentielle de 2027 se prépare, malgré les listes séparées aux européennes 2024. C'est ce que dit Marine Tondelier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, il n'y a pas de négociation ou de discussion très concrète aujourd'hui sur ce sujet-là. Simplement, je crois que Marine Tondelier a simplement rappelé ce qu'elle dit depuis le départ, depuis qu'elle a pris la tête des écologistes, qui est que, y compris à travers ces campagnes européennes qu'on va mener les uns à côté des autres et pas sur une liste unique, on doit continuer à travailler ensemble parce que pour 2027, on doit se donner les moyens d'être au deuxième tour et de gagner. Et donc, ça veut dire préparer une candidature unique. Oui. Pour les européennes, Daniel Cohn-Bendit, qui a été un temps proche d'Emmanuel Macron et qui maintenant on revient un peu, dit qu'il faudrait une alliance entre socialistes, écologistes et parti radical de gauche. Est-ce que vous y êtes favorable ? Je crois que sur la question de l'élargissement, bien sûr, il faudra s'élargir pour faire une majorité. Aujourd'hui, le socle de la gauche n'est pas majoritaire. D'abord, il faut commencer par consolider ceux qui se parlent déjà entre eux, ceux qui sont d'accord sur l'essentiel déjà. Et ensuite, une fois qu'on a consolidé, on élargit. Mais on ne commence pas par essayer de chercher les bords avant d'avoir un cœur qui est bien solide. Voilà. Mais est-ce que là, d'avoir autant de listes à gauche pour les européennes, c'est bien raisonnable ? Alors, les européennes, c'est un mode de scrutin différent, c'est la proportionnelle à un tour. Et par ailleurs, il est possible, si nous faisons chacun de bonnes campagnes, de finir avec plus de députés européens de gauche que si nous étions tous sur la même liste. Est-ce que c'est de ces élections européennes que va naître le nouveau rapport de force à gauche en vue de dessiner l'Union de 2027 ? Ça y participera, bien sûr, mais je crois qu'il faut quand même se souvenir que l'objectif des élections européennes, c'est que globalement, toute la gauche fasse le meilleur score possible et qu'on essaye autant que possible d'éviter un Rassemblement national ou une extrême droite, en tout cas globalement, qui arrive en tête de ce scrutin. On va voir l'actualité dans nos régions. Avec nos partenaires de la presse régionale, on va au Puy-en-Velay retrouver Christophe Darne. Bonjour Christophe. Merci beaucoup d'être avec nous, rédacteur en chef de l'Éveil de la Haute-Loire. Christophe, on va parler avec vous d'une initiative de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour lutter contre la désertification médicale. C'est un sujet qui se pose dans toute la France et là, la région va salarier des médecins. Oui, Oriane, parce que comme de nombreux autres territoires, le département de la Haute-Loire n'échappe pas à la problématique des déserts médicaux. C'est même une tendance qui s'accélère ces dernières années avec des généralistes qui partent en retraite et qui ne sont pas remplacés, des patients qui se retrouvent sans médecin traitant et même des secteurs entiers sans soignants à moins de 45 minutes. Alors face à cette situation, le département de la Haute-Loire a décidé de salarier des médecins dans les prochains mois avec la volonté de devenir beaucoup plus attractif. L'idée, c'est d'offrir plus de souplesse à des professionnels qui sont souvent de plus en plus réticents
face au libéral et ses contraintes. Alors l'avantage de cette formule pour eux, ce sont des horaires souples et des conditions plus sécurisantes pour mener de front vie professionnelle et vie personnelle. En 2024, donc, la Haute-Loire attend 2 généralistes et une secrétaire médicale qui devraient intervenir sur un secteur en tension. Ce matin, l'éveil de la Haute-Loire explique les contours de ce dispositif qui s'inscrit dans le cadre d'une grande action qui, comme vous le disiez, a été voulue par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le GIP, c'est son nom, le groupement d'intérêt public, permet en fait d'embaucher directement des médecins. Alors concrètement, la région finance en grande partie, durant 2 ans, les salaires des médecins. Les collectivités locales, elles, mettent à disposition l'ensemble des locaux nécessaires. Et ensuite, si le dispositif est satisfaisant, eh bien les communes ou communautés de communes pourraient prendre le relais sur le plan financier. Alors ma question, Corinne Narassiguin, quel regard d'abord portez-vous sur ce dispositif et cette initiative? Et est-il, selon vous, une des solutions pour mettre fin au problème des déserts médicaux en France? Oui, c'est une bonne nouvelle pour la Haute-Loire et je pense que c'est une bonne chose que Laurent Wauquiez choisisse de suivre l'exemple de régions dirigées par des socialistes, puisque c'est déjà le cas dans le centre Val-de-Loire avec François Bonneau et Carole Delga en Occitanie. Je crois que les déserts médicaux, c'est un problème général dans tout le pays. À part quelques régions, quelques bordures, hein, même pas des régions, hein, quelques bordures côtières, on va dire, on a un problème de déserts médicaux, qu'on soit en région en zone plus rurale ou en zone très urbaine, comme en Seine-Saint-Denis, par exemple. Et donc, toutes les expérimentations, toutes les mesures qui sont mises en place par les collectivités locales qui permettent de traiter cette question de l'accès aux soins, qui est un droit fondamental, c'est une bonne chose. Mais je crois que le législateur aussi doit prendre ses responsabilités. On doit aussi évaluer, je crois, les dispositifs divers et variés qui sont mis en place par les collectivités depuis plusieurs années maintenant, dans divers territoires, pour regarder ce qui marche le mieux, pour essayer de regarder ce qui peut être généralisable par la loi, avec une possibilité bien sûr d'adaptation selon les besoins réels des territoires. Mais juste prendre ses responsabilités, ça veut dire qu'il faut aller jusqu'à la coercition? Oui, c'est la position du Parti socialiste depuis plusieurs années. C'est ce qui est aussi porté par Guillaume Garot à l'Assemblée nationale, avec un groupe transpartisan, je dois le dire, même si malheureusement la majorité de l'Assemblée nationale, majorité Renaissance, les Républicains et la totalité des députés Rassemblement national ont voté contre cela à l'Assemblée nationale. Mais oui, l'obligation d'installation, ça doit être un sujet qu'on doit continuer à porter. Merci Christophe Darne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On regarde la une de l'éveil de la Haute-Loire, des médecins salariés face à la pénurie. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un mot sur votre région, la région Île-de-France, puisqu'il y aura une nouvelle augmentation du pass Navigo au 1er janvier prochain, qui passera à 86,40 € par mois. Augmentation limitée à l'inflation, dit Valérie Pécresse, qui s'engage sur un bouclier tarifaire jusqu'en 2031. Est-ce que c'est une victoire pour tous les franciliens, comme elle le dit? Ça serait bien que Valérie Pécresse se préoccupe d'équilibrer, de gérer son budget de manière normale et sans tomber à chaque fois dans des psychodrames médiatiques. La non-augmentation du pass Navigo, c'était un de ses engagements de campagne. C'est la deuxième augmentation en 3 ans. Et elle le fait alors qu'elle exige déjà des augmentations de contributions de tous les départements d'Île-de-France et de la ville de Paris chaque année. Pour le département de la Seine-Saint-Denis, cette année, c'est 2,3 millions d'euros supplémentaires de contributions à la société de transport gérée par la région. Et donc là, on voit bien qu'il y a un problème beaucoup plus global et que ça ne peut pas continuer comme ça. Elle en est même à téléguider des amendements. On parlait de la loi immigration tout à l'heure. Elle a téléguidé des amendements pour quand même faire supprimer les exonérations de transport pour les étrangers bénéficiaires de l'AME. Elle en est là. Voilà. Donc là, ça n'est vraiment pas sérieux. Et en plus, on aimerait quand même que pour les Jeux Olympiques,
qu'on n'utilise pas le prétexte des Jeux Olympiques pour... elle a annoncé des augmentations. Voilà, pour augmenter... Il y aura un pass spécial, 16 € par jour, 70 € par semaine pour les gens qui n'ont pas de pass Navigo. Vous le regrettez ? Oui, parce que ça doit être une grande fête et on doit accueillir non seulement les touristes qui vont venir du monde entier, mais aussi de toute la France, les Français. Et donc oui, ça rend les Jeux moins accessibles pour les gens modestes qui n'ont pas les moyens. On n'est pas sûr que la qualité du transport va beaucoup s'améliorer. Et donc oui, c'est un problème. Et c'est donc un problème plus global de sa gestion budgétaire. Merci Corinne Narassiguin. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée pendant cette première demi-heure.